faut déjà qu'on ait confiance en nous, confiance aux autres, dans la force du collectif. Et ensuite, c'est vraiment un état d'esprit. On essaye d'être relâché, y compris dans les conditions les plus parfois difficiles, de garder un petit peu nos émotions pour nous, qu'elles viennent pas empiéter sur notre capacité d'intervention. Et au fil du temps, on se rend compte que ça devient une seconde nature, quoi. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour à votre santé, bonjour et bienvenue, ravi de vous retrouver, bon appétit si vous êtes à table et nous allons déjeuner aujourd'hui avec Pascal Sancho, mon invité. Comment vous allez ? Très bien, merci de cette invitation. Vous êtes le bienvenu, vous avez consacré votre vie à sauver celle des autres, vous êtes aujourd'hui conférencier. Pendant 30 ans, vous avez été responsable d'unité de secours en montagne de la police nationale et commandant d'opérations de sauvetage, une spécialité qui est d'ailleurs reconnue comme la plus difficile de la police nationale, et pas forcément connue d'ailleurs. Oui, on est un petit peu en marge du système, on n'est qu'une poignée de sauveteurs. Je crois qu'aujourd'hui on doit être 200 au niveau national, donc c'est quand même noyé au sein d'une grande institution. Aujourd'hui vous écrivez des livres et vous faites des conférences. Oui, j'écris des livres, j'essaye de partager un peu l'expérience que j'ai acquise durant une trentaine d'années et qui me paraît intéressante dans différents milieux, et notamment celui de l'entreprise. Alors vous n'avez pas la panne de la plume, hein ? Vous écrivez au kilomètre, hein ? Non, j'ai cette chance d'avoir croisé là aussi éventuellement une aptitude. C'est au lecteur de le dire. Ouais. Vous publiez Médecins des sommets chez Mareuil Éditions, et dans votre livre vous partagez l'histoire de médecins de l'impossible, les médecins du secours en montagne. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est devenu une spécialité de médecine ou pas ? Oui, pour eux c'est quand même une spécialité, même s'ils sont avant tout médecins et médecins urgentistes réanimateurs pour la plupart. Donc pour pouvoir arriver à travailler comme ils le feraient au bloc opératoire, effectivement, ça demande de s'adapter à un milieu qui est quand même très spécifique, qui est la haute montagne. Donc c'est une spécialité comme ça l'est pour les sauveteurs ou les pilotes d'hélico. Et vous expliquez qu'en 2003, les facultés de Toulouse et Grenoble ont mis sur pied le premier diplôme interuniversitaire de médecine et d'urgence en montagne. Alors il porte un nom... Ouais, c'est un peu compliqué, mais sur le terrain, c'est assez simple. Que je prononcerai pas. C'est travailler cette aptitude en terrain difficile, dans des conditions malaisées, souvent, de faire des gestes qui sont réservés en général au bloc opératoire. Donc on imagine intuber une personne, c'est protéger, maintenir ses fonctions vitales sur la surface d'une table basse de salon suspendue à 500 mètres du sol. Donc ça s'apprend. Alors c'est une formation qui s'étale sur 2 années, expliquez-vous, avec 4 modules fondamentés de 5 jours. Il y a spéléologie, alors il y a un témoignage de sauvetage en spéléo dans votre livre, même si la plupart sont en montagne, mais c'est plus rare. Il y a canyon, montagne hivernale et haute montagne. Pour tous ceux que ça peut intéresser, ça peut donner des vocations, 180 heures de formation. Et alors vous expliquez que seulement 20% des élèves de ce cursus intègre le cercle fermé des urgentistes de secours en montagne. Pourquoi il y a une telle déperdition ? D'une part, par rapport à la difficulté du cursus, puis ensuite les possibilités d'emploi sur un SAMU qui va rassembler par exemple une trentaine de médecins, seulement 4 ou 5 médecins seront affectés ponctuellement à une mission de secours en montagne, donc les places sont chères, on va dire. Donc finalement, oui, beaucoup font la formation, mais peu d'élus. Peu d'élus, mais malgré tout, une formation qui permet aussi, comme beaucoup de formations d'ailleurs, de se remettre en question, de sortir de sa zone de confort et de grandir. Pour un médecin qui a vécu ce genre de module, c'est essayer de trouver une confiance en soi supérieure, un apprentissage du leadership quand on gère des équipes de secouristes, la prise de décision. Je pense qu'il en reste toujours quelque chose de très positif, même si par la suite, il ne travaille pas en montagne. Vous l'avez fait, vous, ce module ? Mais moi, je l'encadrais. Je l'encadrais en tant que sauveteur, puisque la particularité des médecins en altitude sont sous la coupe des sauveteurs, qu'ils soient gendarmes ou CRS. On assure leur sécurité. Et donc, oui, j'ai été présent sur quelques DUMUM qui se déroulaient dans les Pyrénées. Moi, j'appelais ça le DUMUM à l'époque. C'est le nom du diplôme. Hein, ouais, l'appellation a évolué, mais c'est cette formation... très spécifique et de haut niveau des médecins de l'urgence en montagne. Alors pour votre livre, vous avez rencontré des médecins de l'extrême, vous en avez rencontré une dizaine à peu près. Qu'est-ce qui rassemble ces gens-là ? Qu'est-ce qui les motive ? Et quand vous leur posez la question, puisque vous leur posez les mêmes questions à tous, qu'est-ce qui les motive à faire du secours en montagne ?
Disons, je crois qu'ils réunissent pour la plupart deux passions, qui est celle de la médecine et celle de la montagne, tout simplement. Et ce qui les rassemblerait, et ce qui nous rassemble tous, puisque je parle aussi de la famille du secours en montagne, qui intègre pilotes, mécaniciens et sauveteurs, c'est le sens qu'on donne à nos vies en ayant choisi justement de sauver ou d'accompagner la vie dans des conditions difficiles. Donc voilà, c'est cette chance qu'on a de croiser un jour cette passion qui fait que quand on se lève le matin, on sait pourquoi on le fait, et les médecins rejoignent un petit peu le reste de la famille du secours en montagne dans cet état d'esprit. Et peut-être que pour eux aussi, c'est aussi une bouffée d'oxygène, parce que même si le livre est élogieux, donne une facette assez intéressante et inspirante de la médecine d'urgence, il ne faut pas oublier que l'hôpital est en profonde souffrance, que c'est des médecins qui portent à bras le corps le système de santé aujourd'hui, qui est en déliquescence, et c'est peut-être se donner de temps en temps une bouffée d'oxygène pour avoir plus d'énergie quand ils reviennent dans les vallées, qui travaillent au cœur des services d'urgence. Mmh. Mais là, vous parlez d'imprévu, finalement, c'est vraiment le métier de l'imprévu. Absolument. Compliqué d'organiser une vie autour de... Non, c'est pas compliqué, parce que l'imprévu, c'est ce qui fait peur à l'être humain de manière générale, mais c'est un concept. Quand vous travaillez au quotidien et que l'imprévu s'impose à chaque fois que vous intervenez, ça ne devient plus un imprévu, ça devient votre quotidien. Et nous, on s'attache plus à l'inattendu, qui est quelque chose qui va vraiment nous surprendre, parce que c'est un phénomène très rare, et il va poser question à laquelle il va falloir répondre en quelques secondes, mais l'imprévu fait vraiment partie de notre écosystème, et on est formé pour en permanence avoir une agilité intellectuelle qui permet de passer d'un plan A à un plan C en quelques secondes sans être déstabilisé. Mais ça s'apprend, c'est pas obligatoirement un exploit, c'est un mode de raisonnement qui est différent. On est plus dans l'instant, capable de s'adapter immédiatement, que dans l'attente de repères qui peuvent nous rassurer, mais qui en montagne n'existent pas. Ça, c'est la partie qui me passionne. Vous savez, on en avait parlé la dernière fois que vous êtes venu, la gestion de l'imprévu, et de savoir comment on peut déjà appréhender le risque et comment le cerveau s'adapte avec cet ascenseur émotionnel. Absolument. Parce que quand même, c'est un métier où finalement, on passe d'une émotion à une autre très rapidement. Très rapidement. Moi, je pense que la formation initiale est très importante. Il faut déjà qu'on ait confiance en nous, individuellement, confiance aux autres, ce qui est vraiment fondamental dans la force du collectif. Et ensuite, c'est vraiment un état d'esprit. On essaye d'être relâché, y compris dans les conditions les plus parfois difficiles, de garder un petit peu nos émotions pour nous, qu'elles ne viennent pas empiéter sur notre capacité d'intervention. Et au fil du temps, on se rend compte que ça devient une seconde nature, quoi. Il n'y a aucun exploit là-dedans, il n'y a que de la formation et de l'apprentissage. L'expérience fera le reste. Et vous rajoutez, vous, de la formation continue. Absolument, ce qui est fondamental, notamment quand on est au sein d'une équipe qui est pluridisciplinaire. Le secours en montagne, ça reste l'éloge du compromis, où on va être capable de passer d'un leadership à l'autre en un instant. Au début, dans une phase d'approche, le leadership, c'est le pilote qui va l'avoir, en amenant l'hélicoptère et en nous propulsant au plus rapidement possible dans un endroit inaccessible. Dans un deuxième temps, c'est le chef d'opération secouriste qui va prendre le leader. Et puis quand le médecin a la lourde tâche de transformer l'essai pour rester dans une ambiance actuelle, c'est lui qui va prendre le commandement de l'opération de secours, et on se mettra à sa disposition. Et ce qui est magnifique, c'est ce que j'explique dans l'esprit de cordée, c'est que tout ça se fait de manière très naturelle, sans jugement ni état d'âme. Alors qu'est-ce qu'on appelle l'esprit de cordée ? Alors pour résumer, l'esprit de cordée, pour moi, c'est une micro-société où les gens vont être capables très rapidement, parce qu'on n'est pas plus fort que les autres, mais le milieu va l'exiger, va même l'imposer, de mettre toutes nos énergies positives à la faveur d'un objectif commun, mais dans le même temps, ce qui n'est pas courant à des altitudes plus modestes, d'annoncer nos capacités limitées, nos forces, mais aussi surtout nos faiblesses, parfois nos défauts, parce que si jamais on ne le faisait pas en toute honnêteté, le milieu le révélerait très rapidement. Et ce qui est aussi remarquable, c'est ce que j'expliquais précédemment, le guide secouriste va être à mon nez leader, premier de cordée, comme l'on dit plus usuellement, et puis à mon nez, c'est le médecin qui va prendre la manœuvre en responsabilité. Tout ça se fait naturellement, il n'y a pas de jugement, et à chaque fois, on va essayer de servir la partie du secours qui est la plus importante. Si c'est l'hélico, on se met à la disposition du pilote. Si c'est le secouriste, tout le monde va se mettre à la disposition du secouriste, quitte à faire des efforts et de sortir de sa zone de confort professionnel pour aller aider le médecin, parce qu'il n'y a pas d'autre choix possible si on veut ne pas perdre de vue l'objectif suprême qui est de sauver une vie. Donc c'est un écosystème hyper intéressant.
qui est basé sur le lien, la confiance. Et donc, je pense que ça a beaucoup de vertus au sein même d'une entreprise, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que c'est vous parlez de l'entreprise telle qu'on la vit au quotidien, parce qu'aujourd'hui, vous faites des conférences et c'est ça que vous transmettez, en fait. Oui, puis bon, il y a l'entreprise, évidemment, puisque c'est un peu mon sujet du moment, mais je trouve que c'est des valeurs de solidarité, d'entraide qui nous aident aussi au quotidien dans notre vie de femme, d'homme, voilà, à considérer la difficulté comme un moment dans un espace-temps réduit, qu'on va arriver par notre aptitude justement à se relier aux autres, à surmonter. Parce qu'il n'y a pas de... Quand on est relié, c'est ce que j'explique à certains managers, il n'y a pas vraiment de difficulté qui soit insurmontable. Il faut être vraiment... Et le moment est intéressant parce que le rugby est une formidable aussi évocation de cette force du collectif. Alors vous avez travaillé avec... Oui, puis c'est ma deuxième culture. Avec des rugbymen. J'adore ce monde et j'avoue humblement que j'ai utilisé aussi certaines de leurs approches dans le commandement de mon groupe. La synergie du pack. Oui, c'est ça, l'authenticité, l'âpreté aussi. On a des relations humaines comme elles devraient l'être dans la vie. On n'est pas obligatoirement d'accord sur tout. Mais une fois qu'on a pris une décision, on se met derrière celui qui l'a prise et puis on avance. Derrière chaque performance, il y a une contre-performance. Ça aussi, ça peut s'adapter au monde de l'entreprise, mais c'est très vrai dans le cadre du secours de montagne. Et il faut savoir tirer les leçons des échecs. Moi, je crois que c'est la vie, tout simplement. Il n'y a pas de réussite sans échec. Et ce qui est intéressant de transmettre là aussi, pour l'avoir vécu vraiment dans ma chair, parce que c'est souvent des moments très difficiles, c'est que c'est pas dans les moments glorieux, dans les moments où on réussit qu'on grandit. On se nourrit de ça par rapport à la motivation, dans un premier temps, mais on grandit vraiment dans la difficulté et souvent dans l'échec. Moi, les moments chez vous, c'était quand même, il y avait des pertes d'hommes, donc c'était des pertes humaines. C'est ce qui permet justement d'en parler un petit peu sereinement, parce que la facilité, ça serait de dire, voilà, il s'est rien passé. Mais quand on perd, par exemple, un camarade, je me suis rendu compte que le groupe ressortait plus fort. Et c'est valable pour les médecins aussi. On repart avec une dimension humaine qui est exacerbée, et avec une force que nous apporte celui qui n'est plus là. Donc c'est vraiment intéressant, parce que sans arriver à des situations paroxysmiques et extrêmes, on peut toujours en extraire une substance et se dire que dans la difficulté, si on est serré, si on est solidaire, on arrivera au bout. Comment est-ce qu'on se prépare psychologiquement à une opération difficile ? C'est comme un match de rugby, c'est comme un avant-match de rugby aussi. Hein. Oui, sauf que la différence, nous, quand on échoue dans une mission, que ce soit un médecin, un secouriste ou un pilote, on est relié par l'échec, et l'échec, c'est pas d'avoir loupé une pénalité, quoi. L'échec, c'est de ramener quelqu'un qui est sans vie. Donc on se prépare pas à ça, on se blinde un peu quelque part avec le temps, on se protège parce qu'il n'y a pas d'autre choix, et on fait avec notre condition humaine et notre nature profonde. C'est-à-dire qu'on met dans un tiroir, c'est ce que j'explique dans le bouquin, voilà, dans un tiroir nos émotions, nos blessures, en espérant qu'elles ne ressortent pas un jour. Et puis on n'a pas le choix parce que la mission nous guide, et si on veut rester efficace, on ne peut pas se laisser submerger par ces émotions. Donc avec l'apprentissage et l'expérience, on met ça de côté et on fait avec. Voilà, à l'époque du storytelling, j'ai invité quelqu'un qui a des choses à raconter. La plupart du temps, ils ont plus de telling que de story, mais vous avez des histoires, vous en avez beaucoup à raconter. Pascal Sanchot, vous avez pendant 30 ans consacré votre vie à sauver celle des autres, et vous publiez aujourd'hui, vous écrivez des livres, et vous faites des conférences, et votre dernier livre s'appelle Par-delà les cimes, médecin des sommets, chez Maru Édition, et le livre sort aujourd'hui. Voilà, on le mettra en incrustation sur la vidéo. Qui est le père de la médecine d'urgence ? J'adore les livres où j'apprends des choses. Alors, je ne suis pas historien, mais j'ai pris le temps quand même de m'attacher à un chapitre qui parle du docteur Larrey, qui, pour beaucoup, représente un petit peu le symbole de cette évolution de la médecine d'urgence qui a commencé sur des terrains de guerre, hein, avec une approche de l'amputation qui était différente, la récupération des victimes par la création d'ambulances, alors que jusqu'à cette invention, il passait des heures, voire des jours sur les terrains de bataille. Donc voilà, Monsieur Larrey était quand même un sacré phénomène dans ce domaine, et puis il y en a eu d'autres.
Dominique Jean Larrey, alors contemporain de Napoléon, hein, qu'il va rencontrer et qu'il va suivre dans toutes ses campagnes. Aujourd'hui, il est aux Invalides, hein, si vous voulez aller le voir. Absolument. Mais il n'y a pas des masses de rues à son nom, pas de station de métro, pas de... Ben, c'est peut-être bon signe. Il n'est pas passé trop à la postérité. Hein. Bon, déjà, il voulait finir au Père-Lachaise dans quelques mètres carrés de terre. Mais je crois qu'il a été, dans un premier temps, il a été enterré au Père-Lachaise. Il a été enterré, c'est contre sa volonté qu'il a été déplacé, mais c'est bien. Je trouve que c'est bien parce que c'est en phase avec ce qu'on aime dans le métier du secours en montagne, c'est cette humilité. On ne fait pas les choses obligatoirement pour qu'elles se sachent, même si aujourd'hui, dans mon cas, j'essaye de dévoiler des choses qui jusqu'à maintenant sont réservées aux coulisses de ce métier, mais il faut qu'on garde cette authenticité quelque part. La figure médicale la plus célèbre du Premier Empire, il est même allé chez les Inuits pour apprendre la médecine des glaces. À l'époque, c'était pas si courant que ça quand même. Hein. Il y avait consacré sa thèse d'ailleurs de mémoire. Bien, googlez comme ça, vous verrez qui sont les pères de cette médecine. Il a une histoire incroyable parce qu'il devait être exécuté par les Prussiens. Absolument. Et il a été sauvé du peloton d'exécution, ce gars. Mais il avait la particularité d'être vraiment un médecin dans l'âme, c'est-à-dire qu'il soignait autant les Français que les soldats ennemis. Et c'est à cette faveur qu'il a été quelque part gracié et qu'il a échappé au peloton. Il était reconnu. Hein, absolument, il a été reconnu par un haut gradé dont il avait sauvé la vie de son fils. Pour vous, tout commence à l'âge de 14 ans. Qu'est-ce qui a changé à votre vie à l'âge de 14 ans ? Ce qui a changé, c'est ma vie, tout simplement. Moi, je suis qu'un simple exemple parmi tous ceux qui ont eu la chance de croiser une vocation, quelque part, qu'elle soit en montagne ou ailleurs, c'est important. Alors, vous avez grandi où ? Moi, j'ai grandi dans les Pyrénées, j'ai découvert la montagne, effectivement, en faisant un premier sommet à 14 ans avec mon oncle, qui m'avait un petit peu servi de guide spirituel, on va dire. Alors, c'était quoi ce sommet ? C'est le pic d'Aneto, un sommet modeste qui culmine à 3404 mètres et qui est le point culminant des Pyrénées. Mais ce jour-là, je découvre la haute montagne, je découvre l'esprit de cordée, ce dont on parlait précédemment, cette fraternité, cette solidarité, quelque part cette joie de vivre aussi. Et puis quelques mois plus tard, quand je tombe nez à nez avec un poster placardé à un mur, quand je le raconte, les gens ont du mal à y croire, mais c'est pourtant vrai. Je vois cet hélicoptère avec un petit bonhomme dessous et puis je me suis dit, voilà, c'est une évidence pour moi, ça sera mon chemin. C'est qu'à ce moment-là, vous comprenez que vous vivriez de la montagne et avec la montagne. Absolument. Je ne savais pas encore ce que c'était que ce métier, parce que même en formation, pour savoir ce que c'est que le secours en montagne, il faut avoir fait les premières interventions, être vraiment confronté à l'humain. Et d'ailleurs, j'en parle souvent, c'est souvent l'introduction de ma conférence. Ma première intervention a été édifiante et elle m'a permis de grandir en quelques heures dans la souffrance, certes, mais j'ai découvert que voilà, le métier, et c'est la même chose pour les médecins, hein, la technicité, c'est pas tout, quoi. Et ce qui est le plus difficile à franchir et à supporter dans notre métier, cette relation à la souffrance et parfois donc à la perte de la vie. Et là, ça, c'est vraiment une difficulté liée à l'humain, quoi. La technique... C'est quelque chose qu'on apprend plus ou moins rapidement. Elle est obligatoire. Hein, l'hélicoptère a changé la technique. De toute façon, il n'y a pas le choix. Vous voyez un médecin urgentiste, c'est des gens qui ont bac plus 12, qui font des gestes incroyables par moins 10 degrés en pleine paroi. Mais ce n'est pas ce qui est le plus difficile pour eux sur une carrière. S'ils devaient témoigner, ils vous diraient qu'au final, qu'est-ce qui restera ? Ce n'est pas l'intubation la plus difficile qu'ils ont fait sur un secours. Il restera des regards, des sourires, parfois des larmes. L'humain, tout simplement. C'est ce qui nous motive, c'est ce qui nous fait vivre et c'est ce qui reste à la fin. Est-ce que les gens sont reconnaissants quand on va les sauver en haute montagne ou dans une crevasse? Est-ce qu'après ils vous appellent, ils vous disent merci ou en fait est-ce qu'ils oublient? Non, je pense qu'ils n'oublient pas, nous non plus d'ailleurs. Mais oui, globalement ils sont reconnaissants, ils se rendent bien compte que voilà, quand ils ont été médicalisés... et que c'est le geste médical qui leur a permis aujourd'hui d'être encore en vie, voilà, ils sont reconnaissants à jamais à l'équipe de sauvetage. Donc ça se manifeste comme ça peut se manifester ailleurs, par des mots, des petits cadeaux, des attentions, un appel, voilà. Chacun a sa manière de dire merci.
Dans l'évaluation des risques, est-ce qu'il y a des moments où on dit on n'y va pas ? Ou alors est-ce qu'on pose des limites en disant on ira jusque-là ? C'est un vaste sujet. Il y a un briefing avant chaque opération, mais moi par chance, j'ai sur 30 ans et un petit millier de secours, j'ai pas eu beaucoup d'opérations où j'ai dû dire j'y vais pas. D'ailleurs, j'en ai eu aucune. Parfois, on a dit on attend un peu, la météo n'est pas bonne, on va décoller un peu plus tard. Là, il neige trop, les risques d'avalanche sont trop importants. On décale dans le temps, mais on y va toujours. Ça fait vraiment quand on dit qu'on décale dans le temps, je crois qu'il y a quoi ? Il doit y avoir une fenêtre de 6 heures. Ça dépend, parce que maintenant la météo est très précise, on peut savoir à quel moment on va décoller. Donc il y a toujours une réflexion et une stratégie à poser sur le bénéfice-risque, de mettre des gens au sol ou d'attendre un petit peu, de perdre du temps dans un premier temps, mais qu'on va gagner par la suite. Donc pour répondre à cette question avec toute humilité, c'est vrai que le mot renoncer chez nous ne fait pas partie du vocabulaire. Par contre, on va patienter, on ne peut pas être plus fort que les éléments, mais au plus rapidement possible, en fonction des conditions qui nous sont opposées par la nature, on arrivera rapidement à aller mener cette mission de secours. Parce que l'équation à poser, c'est concilier les impératifs médicaux et les lois de la nature. Oui, c'est même plus large que ça. C'est d'abord accéder à la victime. C'est la base. Sans accès rapide à la victime, et c'est ce qui d'ailleurs faisait la différence entre le secours à l'époque, avant 1967, qui reste le premier treuillage en montagne, et après, c'est le temps d'intervention. Vous imaginez que quand on va chercher une personne, que ça dure 2-3 jours, comme ça peut être le cas encore dans certains pays, les chances de survie d'une victime sont faibles. Donc aujourd'hui, le temps moyen d'intervention d'un secours en montagne en France, c'est moins d'1 heure. Donc c'est rapide. Là, on reste dans une courbe de chances de survie qui est vraiment avantageuse pour les victimes. Et si derrière ça, vous posez un diagnostic et une prise en compte médicale de haut niveau, voilà, c'est ce qui fait aujourd'hui l'excellence de cette spécialité. Alors vous écrivez que certaines opérations de secours prennent dès la réception de l'alerte la forme d'un cadeau. Qu'est-ce que vous appelez un cadeau, par exemple ? Un cadeau, c'est quand on sait que même si aucune opération n'est facile, même si on sait que sur l'opération la plus simple, avec un simple posé d'un hélicoptère dans une prairie, il peut y avoir un gros souci, notamment lié à l'hélicoptère, on sent quand même avec l'expérience que la pathologie de la victime n'est pas grave, la prégnance est plus ou moins technique, et là on va se faire plaisir. Le pilote sait qu'il va faire un beau vol, avec un beau stationnaire, le médecin n'aura pas grand chose à faire ce jour-là, hormis peut-être une prise en charge psychologique, et puis nous, sauveteurs, on sait qu'on va peut-être faire un très beau treuillage dans une paroi raide, c'est que du plaisir. C'est des phases où on peut de temps en temps se dire que voilà, le risque n'est pas obligatoirement très important, et on peut apprécier un petit peu l'instant, ce qui est quand même pas souvent. Que souvent dans la pression, voilà, on est quand même pris dans un tourbillon d'action qui fait que le risque est permanent. Mais parfois, on sait que bon, on le sent avec le métier, on sait que ça va bien se passer et qu'on va se faire plaisir. Et ce plaisir, il est lié aussi à l'absence de souffrance d'une victime. Simplement, par exemple, quand on va récupérer une personne qui est bloquée, bon, c'est simplement des gestes techniques, certes de haut niveau, mais dès l'instant qu'on enlève cette prégnance de la souffrance humaine, pour nous, ça redevient un plaisir. Expliquez-moi un peu, pour ceux là qui nous écoutent, quelles sont les particularités d'une médicalisation en milieu hostile. En quoi c'est particulier ? Imaginez, vous avez tous vu des gestes, ne serait-ce que mettre une perfusion, ou allez, on va dire pour un geste que tout le monde connaît, une piqûre, vous allez en montagne, donc déjà il y a 4-5 couches de vêtements, il va falloir trouver la veine, il fait froid, mais la veine se trouve pas si facilement, ensuite il va falloir piquer. Imaginez que vous ayez un liquide à introduire dans la victime, le liquide est gelé. C'est le sens du détail, c'est tous des petits détails que les médecins ont fait évoluer par l'expérience, avec le temps. Par exemple, l'hiver, sous leur doudoune, ils ont ce qu'on appelle du papier bulle, comme vous voyez quand on emballe une télé ou autre, et ils mettent leurs ampoules là-dedans, dans un carquois, pour éviter que ça gèle. C'est des choses... voilà, c'est vraiment atypique, la haute montagne. Ils se sont adaptés, et c'est ce qu'on parlait tout à l'heure par rapport à l'échec, ils se sont adaptés à des circonstances qui, par le passé, ont posé souci.
Et ce qui est merveilleux, c'est que très rapidement, ils y ont apporté une réponse. Ils se sont adaptés finalement. Voilà. Ouais. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup d'empathie et de reconnaissance pour nos anciens, quel que soit le service auquel ils appartenaient, parce qu'on sait que c'est eux aussi qui ont tracé le chemin, et nous, on fait que le perpétuer et éventuellement agrandir la profondeur du sillon. Mais il y a eu beaucoup de travail en amont et beaucoup de savoir-faire qui nous ont été transmis, quoi. Alors une date, ça fait presque 50 ans d'ailleurs, jour pour jour, une date légendaire, le 12 août 1973. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Alors ça, c'est un petit peu dans la mémoire collective du secours en montagne. Ce qui ressort comme étant, il y en a peut-être eu d'autres, mais ce qui ressort comme étant le premier secours vraiment médicalisé. C'est un secours qui, somme toute, aujourd'hui serait courant, on va dire. Une personne qui se fait mal à un membre inférieur dans le cirque de Gavarnie, mais pour la première fois, l'hélicoptère, qui est une Alouette 3, décolle de Tarbes avec à son bord un médecin. Et là, il va faire la démonstration en moins d'1 heure que on peut arriver auprès d'une victime, on peut prendre en charge sa pathologie. Ce jour-là, ça sera la prise en charge de la douleur, parce que c'était une fracture de la jambe, et qu'on peut travailler dans des conditions qui apportent à la condition humaine quand même soit du confort, soit à un moment donné dans des gestes plus invasifs, des chances de survie. Et donc c'était Antoine de Boisson, il est resté dans cette mémoire comme étant le premier médecin qui a fait un secours médicalisé en hélicoptère. Mais vous aimez bien restituer, justement, réintégrer ceux qui ont écrit l'histoire. Absolument, moi je pense que j'ai rien inventé, moi je suis très sensible au devoir de mémoire. Je pense que pour ambitionner de construire l'avenir, et aujourd'hui on y est en plein avec des sociétés en évolution, il faut vraiment prendre le temps de voir d'où on vient, quoi. Et pas obligatoirement penser qu'on a tout inventé et tout révolutionné. Et peut-être que certaines générations, quoi qu'on en dise et quoi qu'on en pense, avaient aussi une forme de sagesse. Donc il faut s'en inspirer, et puis voilà. C'est Pascal Sancho qui est avec nous. Je rappelle que vous avez consacré votre vie à sauver celle des autres, et vous partagez dans votre nouveau livre l'histoire de médecins de l'impossible, les médecins du secours en montagne. Votre livre s'appelle Par-delà les cimes, médecins des sommets, aux éditions Mareuil. Et voilà, c'est cette histoire de pionnier. Vous étiez en train de dire que vous aviez un devoir de mémoire. Mais est-ce que vous avez consigné, vous, toutes vos opérations dans un carnet quelque part ? Parce qu'on a l'impression que vous les viviez au quotidien. Aucune note. Je fais justement confiance à cette mémoire qui est vraiment opérationnelle, parce que j'ai une très mauvaise mémoire au quotidien, mais sur ce que j'ai vécu de manière générale, j'ai un assez bon souvenir, à croire que ça imprime vraiment nos cœurs et peut-être un peu plus nos âmes, quoi. Vous dites que ça s'apparente un petit peu à de la médecine de guerre. Mais oui, parce que il y a une prégnance de le milieu. Le théâtre de guerre, évidemment, je ne peux pas en parler. Par chance, je l'ai jamais vécu, mais le milieu est très hostile. Donc si ce n'est pas des balles qui circulent, ça peut être des pierres. Donc il y a le froid, le vent. Nous, on a une prégnance quand même en termes d'opération par rapport à un délai d'intervention. On ne maîtrise jamais le délai, et le médecin ne le maîtrise pas non plus. C'est le pilote qui va nous dire, voilà, c'était vraiment très difficile de vous déposer sur tel endroit, je vous donne 10 minutes, sinon je ne vous garantis pas de vous récupérer. Donc on va s'adapter en permanence à des éléments qu'on ne maîtrise pas. Et c'est assez particulier. Et donc voilà, au début, quand on regarde l'historique de la médecine d'urgence, effectivement, ça a été les théâtres de guerre, et puis petit à petit, ça a été l'assistance à personne, avec des rappels de temps en temps assez douloureux, médecine de catastrophe aussi. Beaucoup de médecine d'urgence vient de gestes appris sur des catastrophes naturelles et toujours humaines. On a eu le rappel aussi avec les attentats. Voilà, c'est une médecine, l'urgence porte bien son... On l'a vu avec labeur, les tremblements de terre, les inondations. C'est travaillé globalement pour synthétiser, quel que soit le milieu et le contexte. C'est dans des conditions très difficiles, inconfortables, et avec des conditions de temps qui sont souvent limitées, parce que c'est souvent une course contre la montre, quoi. Et donc voilà, on se rapproche de ce qu'ont dû connaître nos anciens au front, par exemple. Mais qu'est-ce que ça a développé comme trait de caractère chez vous que vous n'aviez pas avant, justement, d'évoluer dans ce secteur d'activité ? Je crois que ce soit pilote, mécanicien, secouriste ou médecin, on a... déjà, on est un peu détaché par rapport à cette crainte de l'inconnu. Voilà, une alerte tombe, on a confiance dans l'équipe, donc on sait qu'on va trouver une solution, d'une manière ou d'une autre.
On sait aussi que les éléments qu'on nous fournit souvent d'emblée sont partiels, qu'on va peut-être les remettre rapidement en question. Donc c'est une forme quelque part de détachement par rapport à ce qui pourrait dans le quotidien peser fortement, le stress, l'émotion, la crainte de ne pas y arriver. Et puis c'est une forme d'attachement à cette force collective où on sait que les uns avec les autres, la réponse que moi j'ai pas, je vais aller la chercher chez mon camarade, quoi. Donc quelque part vous une forme confiance. Voilà, on est assez serein quand même sur ce qui va se passer, avec en amont, mais là ça remonte à notre accès à ces spécialités, le fait de se poser la question de est-ce que perdre la vie vaut la peine par rapport à ce qu'on va faire. Et une fois qu'on a répondu sereinement à cette question, on vit globalement toutes les missions comme un professionnel, sans penser qu'il y a toujours l'hypothèse de parvenir d'une mission. Un gars qui est monté en haut d'une crête pour aller faire des photos. Alors nous, on n'a aucune relation avec... Dans un premier temps, il y a 2 phases. Il y a une phase de sauvetage. Là, c'est l'humanité qui parle. On va mettre tout en œuvre parce qu'on est dans des métiers où, malgré tout encore, on estime que si on ne met pas tout en œuvre, on ne met rien en œuvre. Donc on va aller chercher la victime, quel que soit son comportement initial. Et ensuite, il y a toujours une deuxième casquette qui peut prendre la main. Moi, j'étais officier de police judiciaire comme beaucoup de mes camarades. Et effectivement, là, on peut demander à la personne de rendre des comptes à la société par rapport au comportement qu'il a eu. Mais on se rend compte qu'en montagne, malgré tout, c'est ce que je rappelle souvent sur un millier d'interventions. En 30 ans, si j'ai 5 interventions qui posent question et qui méritent qu'on fasse une procédure qui pourrait conduire au pénal, c'est le grand maximum, quoi. Et globalement, la plupart du temps, elles sont classées sans suite parce que au final, c'est plus de la maladresse, de la négligence. Voilà, c'est aussi le secours en montagne, c'est aussi en termes d'humanité, sans faiblesse aucune, puisqu'on peut aussi réagir au niveau des procédures, mais le droit à l'erreur. Aujourd'hui, vous faites des conférences, vous allez en entreprise et vous parlez essentiellement du collectif. Oui, absolument, collectif, leadership. Leadership, mais quelles sont les bases pour vous d'un collectif qui fonctionne ? Le lien assurément, ce symbole qui est la corde, qui va permettre de relier les gens de profils différents autour d'un objectif commun. Le leadership aujourd'hui, c'est quoi en fin de compte ? C'est ça. Parce que tout le monde parle de leadership et aujourd'hui j'ai l'impression que tout le monde en parle et que tout le monde ne parle pas la même chose. Ouais, je pense que c'est la première question à se poser. Pour moi, c'est la capacité à créer les conditions de la réussite, tout simplement. Donc on peut avoir du charisme, on peut ne pas en avoir. Si on en a, c'est mieux. Si on n'en a pas, c'est pas obligatoirement rédhibitoire. On va créer les conditions. Pascal Sancho, il y a des formations en charisme. Oui, alors bon, il y a beaucoup de... Je sais pas si vous avez vu, mais c'est pour ça que ça me fait toujours... C'est comme il y a des gens qui vous disent que il y a des méthodes pour le leadership. Moi, j'y crois pas du tout. Moi non plus, c'est ça. Le leadership, c'est s'adapter à un contexte, à des circonstances et à des individualités. Sachant que ces 3 éléments sont en permanente évolution, c'est pas possible de poser une méthode. Ça serait trop facile. C'est ce qui en fait aussi sa particularité et tout son intérêt. Donc c'est être à l'écoute, c'est avoir le courage de prendre des décisions, c'est considérer aussi qu'on peut avoir fait des fautes et les annoncer clairement, ne pas vouloir faire croire qu'on a la science infuse dans tous les domaines. Et puis au final, moi c'est ce qui m'avait un peu fait prendre la responsabilité du groupe, c'est avoir beaucoup d'affection, si ce n'est d'amour pour les gens avec qui on travaille. Parce que je pense qu'on ne peut pas... entraîner dans son élan des gens avec qui il n'y ait pas une relation très particulière. On le voit. C'est en ça que vous êtes différent de beaucoup de gens qui parlent de leadership. Oui, non, mais moi, c'est le mien. Qui disent qu'effectivement, au contraire, il ne faut pas avoir de lien et d'affection pour les gens avec qui on travaille. Moi, j'ai pas fait d'école de management. J'ai par contre eu à gérer une quarantaine de bonhommes à fort potentiel, tous autonomes, qui n'avaient pas besoin de moi pour faire l'émission. Donc je vous parle, moi, de la réalité du terrain, ce que j'ai ressenti, ce qui m'a amené à réussir et parfois aussi à échouer. Moi, je pense que c'est pas le leadership, c'est pas non plus qu'un produit commercial. Il faut aussi le confronter à la réalité. Moi, je pense qu'on est avant tout ce que l'on fait, pas ce que l'on dit. Et vous êtes quel type de leader alors ? J'ai été, je pense, un peu tout. En montagne, le leader, ça vient de cet esprit de cordée où on est dans un management. Le management, étymologiquement, c'est la main, reliée à la corde. On va avoir un leadership à un moment donné qui va être un leadership d'exemple.
Pour reprendre ma deuxième culture, regardez un gars comme Antoine Dupont, il parle peu dans les vestiaires. Quand il parle, tout le monde se tait. Et quand il est sur le terrain, il montre l'exemple et tout le monde suit. Leadership d'exemple, par exemple. Ensuite, on est dans des contextes... Mais vous Mais moi, je pense qu'il n'y a pas qu'un leadership. C'est cette capacité de s'adapter. On va être dans l'écoute. Parfois, avec une personne, l'écoute ne suffit pas. Il va falloir être un peu plus directif. Voilà, c'est cette aptitude à ressentir la personnalité des gens et les émotions qui sont les leurs et créer le contexte de cette réussite qui va nous permettre de travailler les uns avec les autres et d'atteindre le même objectif. C'est pour ça que c'est difficile obligatoirement d'en parler de manière générale, c'est que chaque situation est unique et donc il faut la sentir avec toujours ce risque que l'on évoque souvent en montagne. Le risque zéro n'existe pas. Et chaque situation est unique, mais avec l'expérience, on peut repérer des choses qui reviennent dans la situation qui se présente. Absolument, mais ça dépend aussi de l'écosystème dans lequel on vit. C'est vrai que nous, moi j'avais plus à obligatoirement garantir des conditions matérielles de travail dans de bonnes conditions à mes gars que d'aller leur donner obligatoirement un exemple qu'ils connaissaient et qu'ils portaient individuellement. Mais aussi le leadership, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, c'est être aussi dans les moments difficiles, être là, montrer le chemin, parce qu'il y a des moments où on doute et où on a tous posé des genoux à terre. Et je pense que quand les gens ont confiance en leur leader, pour nous, pour prendre un terme administratif ou hiérarchique en leur chef, les gens ont plus tendance à se relever et le suivre, quoi. Je pense à tous ceux qui nous écoutent et qui travaillent en entreprise et qui s'intéressent justement à cette question du leadership. Ça part de la tête ? Là aussi, je pense que c'est un savoureux mélange. Ça peut partir de la tête, mais il faut que ça fonctionne aussi de manière transversale. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, une source d'énergie qui est très importante, c'est le partage d'expérience. C'est-à-dire mettre sur la table tout ce qu'on a vécu ensemble, qu'on va peut-être pas obligatoirement individuellement vivre dans une carrière, mais pour que son camarade puisse en profiter immédiatement, sans attendre hypothétiquement de vivre la situation. Donc le partage d'expérience et derrière, mettre tout un ensemble de moyens pour en tirer les leçons et essayer de progresser à chaque fois. Mais après, je reste convaincu que si on est capable de créer ce lien, c'est comme une maison, si on a des fortes fondations, je pense que les murs se fissureront pas trop. Vous, par exemple, quelles sont vos façons ? Qu'est-ce que vous utilisez comme outil pour faire adhérer les gens à un projet ? Mais moi, quand j'ai pris, par exemple, cette responsabilité de groupe, je me suis posé la question pourquoi je l'acceptais ou je l'accepterais. Et donc, j'ai essayé de lister quelles étaient les bonnes raisons. Donc, dans un premier temps, je pense qu'il y avait l'ambition, mais à bien y réfléchir, je me suis dit qu'elle était au moins tout aussi forte au niveau collectif qu'individuel. Donc ça, c'était pour moi un premier point. L'exemple, je pense que j'étais crédible, c'est vraiment important. Alors, je ne dis pas qu'il faille exécuter tous les gestes que les collaborateurs vont exécuter, parce qu'il y a des domaines, c'est pas possible. Mais d'une manière ou d'une autre, il faut être exemplaire. Si ce n'est technique, ça va être humain. Chacun aura sa source d'influence, on va dire. Et puis après, moi, c'était vraiment l'affection et l'envie de tirer les gens vers le haut, quoi. Donc, je pense que c'est ces trois critères qui ont fait que j'ai accepté une tâche qui est compliquée. C'est certainement bien plus difficile de gérer un groupe que de faire un secours très difficile. Parce que l'humain est impalpable et paradoxal et changeant. Parce qu'on peut aussi, nous, ne pas être réceptif et avoir parfois, par exemple, l'ego qui peut prendre le dessus. Donc ça demande à se poser, ne jamais réagir à chaud. C'est l'école de la vie quand même, c'est intéressant. Là, je pense à tous ceux qui nous écoutent et qui gèrent de l'humain au quotidien et qui vous disent que c'est devenu de plus en plus difficile de gérer de l'humain. Ouais, je pense que c'est compliqué, mais bon, c'est un partage entre de l'exigence qui pour nous est indiscutable, ça se négocie pas, mais aussi beaucoup d'empathie, de générosité, voilà. Et il faut arriver, en fonction des individus, à naviguer entre ces domaines et faire que ça fonctionne. Parce que le seul objectif et le seul message positif dans tout ça, c'est ça marche ou ça marche pas. Le reste, c'est de la philosophie. Oui, donc là après, c'est quand même une certaine culture du résultat. Absolument, absolument. Nous, on ne peut pas se permettre de ne pas être efficace en mission.
Mais il y a moyen d'être exigeant, mais il y a aussi la forme pour l'être. Donc c'est aussi pour aller d'un point A à un point B, il n'y a pas obligatoirement que la ligne droite. Et puis la méthode que moi j'aurais choisie n'est peut-être pas celle que mes camarades choisiront. Et pourtant la leur est la bonne aussi. Donc c'est beaucoup d'humilité. Et puis c'est développer cette autonomie aussi pour que les gens puissent grandir à leur tour. Moi je pense que l'objectif le plus difficile que j'ai essayé de mener à bien et que parfois j'ai obtenu, c'est de faire qu'un objectif global, une ambition collective devienne un projet individuel. Et quand vous en arrivez à ce stade, et chez nous... On peut, vous savez qu'on peut le mettre dans l'autre sens. Oui, mais chez nous quand même... Une ambition individuelle puisse devenir un projet collectif. Oui, mais pour nous, le collectif prime tout le temps. Et moi, ce qui me faisait dire qu'on était sur la voie, c'est que vous avez des gens qui sont capables de sacrifier leur vie pour leurs camarades, c'est que le sens est là. Pour vous, si j'ai bien compris, un leader peut faire passer le collectif avant l'individuel. Oui, il va se servir de l'individuel pour nourrir le collectif. La suite est dans votre livre, c'est passionnant. Pascal Sanchau, Par-delà les cimes, médecin des sommets chez Mareuil Édition. Vous partagez l'histoire de ces médecins de l'impossible. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Et vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, Pascal. Merci beaucoup. Passez une très belle journée santé à l'écoute de Beurre FM.